Alors bonjour et bienvenue à tous sur À vrai dire, l'émission de débat Société d'Odile. Aujourd'hui, on est au lycée Henri Paria à Montceau-les-Mines. Il se passe quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui, c'est l'inauguration du labo irréel. On en reparlera un peu plus tard pour expliquer de quoi il s'agit. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'à l'automne 2018, le lycée Henri Paria a mis en place le premier laboratoire école de l'Académie de Dijon. On s'intéressera un peu à la question, ce que ça veut dire, ce qu'on peut y faire, quelles sont les possibilités de transformation de l'école dans un lieu comme celui-là. Alors pour commencer, je vais vous demander de vous présenter pour qu'on sache un peu de qui et de quoi et de où on va parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Christophe Gadinet, ancien proviseur adjoint de l'établissement. Moi, je suis Madame Fréniche, j'enseigne le français, dites les lettres, et également l'enseignement audiovisuel au lycée Henri Paria, et je travaille assez étroitement avec l'équipe qui a installé le labo irréel. Bonjour, donc je suis Léa Douard et moi je travaille aussi dans un laboratoire d'innovation mais qui se trouve au ministère de l'Éducation nationale à Paris et je suis ancienne élève du lycée Henri Paria. Bonjour, moi c'est Nina Segaud-Dumont. L'année dernière j'étais en seconde 9, en classe tablette donc, et cette année je suis en première L. Ok, merci. Alors l'école c'est le lieu où on vit. Une bonne partie de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse pour certains. On va y développer des compétences, ouvrir ses potentiels et puis construire un peu un projet d'avenir. En ce sens, il me semble que l'école doit s'adapter au changement de notre société. Aujourd'hui, le mot du jour de l'inauguration du labo irréel, c'était transformer l'école. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transformer l'école pour vous ? Vous battez pas. La transformation de l'école, c'est s'adapter à des nouvelles pratiques qui sont en dehors du champ scolaire habituel, pour ne pas être complètement déconnecté, je pense, de la vie réelle des élèves. L'exemple typique, c'est le portable interdit, ce qui peut s'entendre au niveau de collégiens, mais tous, autant qu'on est ici, on travaille tous avec un téléphone portable et on arrive tous à suivre une conférence, à lire des mails et éventuellement à rédiger des choses. Donc là, on est sur quelque chose qui est une adaptation, qui doit être une adaptation concrète aux pratiques qui se développent. Alors, je rejoins ce que dit Monsieur Galinet et en termes de transformation, moi, ce que je trouve vraiment très intéressant avec la nouvelle structure, c'est la classe, le mobilier qui change de place. Et quand on change le mobilier de place, on change aussi la place de l'enseignant et le rapport aux élèves. Et je trouve que c'est important parce que bien sûr qu'on détient un savoir savant, bien sûr qu'on doit le transmettre, mais il me semble qu'on doit donner l'opportunité à nos jeunes de construire aussi par eux-mêmes un certain nombre de savoirs savant, et puis de savoir-être, de savoir-faire, et on développe ces compétences, notamment avec l'espace dans lequel on est en train de discuter ici. Voilà le sens que je donne moi déjà à transformation, voilà, au niveau des locaux et au niveau du relationnel avec nos jeunes. Toi, tu étais en classe tablette l'année dernière. Comment ça se passait, une classe tablette ? Eh bien en fait, déjà la grande différence par rapport aux autres classes, c'est qu'on changeait très peu de salles. On était assez souvent dans la même salle, justement, et c'est là qu'il y avait les tablettes, et on restait assez sur place. Et beaucoup de matières utilisaient les tablettes, même si certains professeurs ne les utilisaient pas, pour des raisons pratiques ou personnelles. D'accord. Et donc cette classe tablette, est-ce que ça a été ça, le point de départ du laboratoire irréel dont on va parler aujourd'hui ? Oui, en fait, c'est une longue histoire dans l'établissement scolaire. L'initiative première en revient à Madame Égère, qui, dès qu'elle est arrivée, a eu à cœur de mettre tout son savoir-faire technique, notamment, concernant les nouvelles technologies. Ça a commencé par un tableau interactif très puissant. Elle nous a formés. Ensuite, elle a œuvré d'arrache-pied pour avoir une première classe tablette, une deuxième classe tablette. Et puis, d'autres collègues sont venus lui porter main forte, dont Monsieur Leblanc, ce qui permet à l'heure actuelle, grâce aux différentes instances et à leur travail énormissime, d'avoir ce parc informatique déjà, et ces locaux très innovants et originaux pour notre bassin minier.
Et Léa, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, un laboratoire école? Est-ce que c'est deux choses incompatibles, faire de la recherche, mener des expériences et puis proposer un apprentissage solide aux élèves? Déjà, il n'y a pas une seule définition de ce qui est un lab. C'est vrai que nous, on est dans l'enceinte du ministère, donc on n'a pas directement vocation à être en lien avec des contenus pédagogiques, même si on reçoit parfois des élèves qui viennent, en fait, eux, nous former, par exemple, sur l'impression 3D, sur le stop motion. Et en fait, on a vraiment à cœur que les élèves deviennent aussi des médiateurs vis-à-vis des agents de l'éducation nationale. Donc, c'est ce changement de posture dont vous parliez. Et oui, je pense que effectivement, nous, on est aussi en fait dans cette perspective d'intégrer la recherche dans le sens d'intégrer un questionnement. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi ici, c'est un cadre, un contexte, un espace, des pratiques, un accompagnement. Et ça, je trouve ça génial que l'initiative ait été au niveau des enseignants de lettres, qui s'emparent en fait des outils numériques, donc moins du point de vue vraiment tech et geek, mais qui s'en emparent pour vraiment changer les pratiques, emmener ses collègues pour s'en emparer également. Et voilà, c'est l'idée de recherche, c'est pas incompatible parce que c'est faire un pas de côté. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au lab du ministère, c'est essayer que l'institution puisse faire un pas de côté et trouver un petit peu des voies alternatives de procéder. Et donc, c'est sûr que des espaces comme celui-ci et les ressources en termes de compétences, d'aménagement, de ressources numériques, ce qu'on trouve ici, aident à avoir ce petit décentrement, ce petit pas de côté qui est nécessaire donc, à la transformation de l'école aujourd'hui. Et donc, quand on parle alors on a compris, il y a un changement de posture, il y a potentiellement un changement dans l'espace. On transforme les salles de classe. L'idée étant de créer de la collaboration, de décloisonner les matières, de pouvoir faire mener des expériences. Tout ça, ça a un coût. Comment on fait quand on est une ville, par exemple, comme Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, pour mener à bien au moins l'étincelle, lancer ce type de projet et puis voir aujourd'hui que ça se réalise? Comment on fait en termes de moyens financiers, humains? Comment ça se passe? Alors, en fait, il faut la conjonction d'enseignants qui ont envie de faire ça et de cadres. Alors ça va du proviseur adjoint à l'agent comptable, à l'agent de service, qui facilite l'innovation. Alors vraiment, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que il y a une espèce de miracle montcellien, on va dire ici, où on a un agent comptable qui se débrouille toujours pour satisfaire les demandes des équipes. On a des techniciens de surface qui vont pas aller se plaindre parce que la salle tablette qui est ouverte aux élèves, même quand il n'y a pas le professeur, forcément il va y avoir des papiers, des choses comme ça, et dire non mais il faut que les salles soient fermées. Enfin, vraiment, c'est une conjonction de moyens et tout le monde doit être assez humble là-dessus et participer à son échelle. Du point de vue organisationnel, par exemple, la mise en barrette en commun des secondes en français, histoire géo, pour que justement il y ait ces échanges-là, c'est un cauchemar. Mais, enfin c'est un cauchemar, c'est extrêmement compliqué à faire. Mais après, ça aboutit à quelque chose. Donc c'est pas du temps qui est passé pour satisfaire un prof pour qu'il puisse avoir un confort. Là, on est vraiment dans une adaptation au pédagogique. Alors moi, je voudrais revenir, pas sur l'aspect financier que je ne maîtrise absolument pas, simplement sur l'aspect humain. Et je rejoins ce que vous dites, Monsieur Galinet, c'est-à-dire que dans cet établissement scolaire, au-delà peut-être des différences de personnes, en ce qui concerne le labo irréel, après une certaine méfiance ou certains questionnements de beaucoup, en fait, puisque c'était vraiment un renouveau dans nos pratiques, peu à peu, il y a des enseignants qui viennent travailler ici différemment,
qui testent, qui se lancent, qui prennent des risques aussi, parce que je vous cache pas que quand on arrive dans une structure avec des moyens techniques qu'on maîtrise pas forcément, qu'on a une classe à gérer, et parfois on est 2 profs avec 2 classes, bon voilà, ça fait du monde. Il faut aussi oser aller dans ce nouveau lieu. Eh bien, moi je m'aperçois que petit à petit, il y en a de plus en plus qui viennent, et du coup il y a une communauté qui est créée. Et je voudrais aussi saluer le travail de nos agents qui effectivement œuvrent, et s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas tous ces éléments-là. Et c'est aussi grâce à eux qu'on est là, parce que s'ils ne sont pas là, je vois bien avec la nouvelle salle cinéma qui a été créée, ben voilà, on les voit régulièrement, ils s'adaptent aux horaires, ils s'adaptent aux contraintes, voilà. On comprend qu'il faut une forte adhésion de tous les participants pour que ça fonctionne. On le voit aujourd'hui au lycée, donc il y a une journée d'inauguration qui est menée sous forme d'atelier auxquels sont invités à la fois les représentants de l'éducation nationale, des instances, si on peut dire, à la fois des acteurs du territoire, à la fois des professeurs, mais aussi des parents d'élèves, ce qui est très important dans le parcours de transformation pédagogique. Et donc on a compris que les professeurs devaient changer de posture, être créatifs, accepter quelques bouleversements. Et en tant qu'élève, est-ce que c'est difficile de s'adapter à passer peut-être du collège où on écrit sur un cahier avec un stylo de manière classique, puis d'un seul coup on nous donne un nouvel outil. Comment on fait en tant qu'élève pour se dire aussi qu'on est prêt à changer de manière d'apprendre ? Moi, je vais être honnête, quand on m'a dit que j'étais en classe tablette, quand on me l'a annoncé, j'étais assez pas surprise du tout en fait. Je me suis dit bon, ça va être assez courant dans le lycée. J'étais pas du tout au courant que c'était un privilège en fait. Et au fur et à mesure de l'année, je me suis adaptée. De toute façon, en sortant du collège, on sait que le lycée, ça va être un grand changement. Déjà, on a plus d'autonomie, c'est sûr, mais la classe tablette, en fait, ça a été plus un changement dans l'établissement qu'un changement dans les pratiques, en fait, qui m'ont inquiétée. Et c'est vrai que la classe tablette, ça allait tout seul. Le changement de la 3e à la seconde, ça a été tout seul. Et revenir en première après la seconde tablette, c'est aussi assez facile parce qu'en fait, c'est des automatismes, hein, l'écriture, la prise de notes, on l'a vraiment acquis pendant toutes les années avant la seconde, donc c'est très facile aussi de revenir. Donc en gros, les élèves sont prêts au changement, c'est le reste du monde qui doit un peu aussi peut-être vous écouter et trouver comment s'adapter à vos besoins et aux nécessités de l'apprentissage. Du coup, du point de vue du ministère, comment on perçoit le fait que ce genre d'expérience puisse être menée en région sur un territoire qui n'est pas a priori pionnier en matière d'innovation pédagogique, ou peut-être c'est pas le cas, peut-être que c'est un territoire pionnier. Alors je vous pose la question. Oui, moi ça m'étonne pas en fait que ça a été fait au lycée Paria. Quand j'étais élève ici, donc ça fait 10 ans maintenant. Il y avait déjà en fait des initiatives interdisciplinaires entre les enseignants d'histoire, de philo, des options multimédia, et je pense que justement sur des territoires comme ça qui ont des difficultés, ça oblige, motive les enseignants, les personnels, les parents à être plus résilients finalement, parce que les problématiques du territoire et d'établissement qu'on a aujourd'hui, on les voit, je veux dire, elles sont concrètes dans le quotidien de chacun aujourd'hui, et donc si finalement on veut garder cette petite étincelle qui fait avancer et garder cette motivation, on est quelque part obligé de faire un pas de côté et de réfléchir à comment on va faire autrement en fait, puisque justement les spécificités du territoire et de l'établissement fait qu'on doit être résilient. Et donc moi, il y a 10 ans, il y avait déjà des initiatives pédagogiques innovantes qui étaient certes pas forcément sur le numérique, mais où déjà on sortait de la classe, on allait sur le marché, on faisait des travaux interdisciplinaires, etc. Donc je pense que je pense que le lycée est quand même précurseur sur ces nouvelles pratiques et sur l'accompagnement individualisé des élèves, qui se fait pas juste en fait sur cet espace, mais par exemple je sais que les enseignants aussi de SES suivent beaucoup en fait, ont des initiatives notamment sur Facebook pour que les anciens élèves puissent être vraiment en mentorat avec les élèves aujourd'hui qui sont dans les filières encore
aujourd'hui ES. Et voilà, c'est plein d'initiatives en fait qui font que je pense qu'ici à Paria, les enseignants sont particulièrement à l'écoute des élèves. Oui, puis en termes d'innovation, alors Madame Friedrich pourra en parler mieux que moi, mais il y a plus de 10 ans qu'a été mis en place une classe sans notes, dont on parle d'évaluation par compétences, dont on parle encore aujourd'hui. Le lycée Paria a eu la première classe préparatoire aux grandes écoles réservée à des lycéens professionnels, qui fait modèle et qui est reconnu. Donc il y a un terreau ici. Alors peut-être que c'est lié au contexte socio-géographique, mais voilà, il y a... Et puis je pense aussi que les enseignants qui demandent le lycée Paria demandent pas une zone de confort. Je vais pas citer les grands lycées dijonnais ou ce genre de choses-là, mais en allant au lycée Paria, quand on connaît un petit peu, on sait qu'on va être dans cette dynamique-là. Alors je vais corroborer tout ce qui a été dit par mes collègues ici. L'établissement, ça fait presque une quinzaine d'années que je travaille ici, a vraiment c'est une culture de l'établissement. Il y a toujours eu des enseignants qui avaient envie de travailler autrement que la doxa qui était proposée, qui ont toujours innové dans leur matière, qui ont essayé de collaborer avec d'autres enseignants d'autres manières. Le travail dont vous parliez en interdisciplinarité. D'autres collègues ont monté les classes à compétences. On était un peu pionniers dans le domaine il y a 10 ans, très critiqué. Et là, on a eu un joli retour. C'est-à-dire que les élèves, maintenant, veulent venir dans cette classe parce qu'ils savent qu'ils vont être particulièrement soutenus. Voilà, je rentre pas dans les détails pour cette classe-là, c'est pas le propos. Et de fait, on a des collègues, et ce qui est beau aussi ici, c'est que c'est toute génération confondue. Il y a des enseignants qui sont ici presque à 1 an ou 2 ans de la retraite et qui sont toujours autant motivés pour travailler autrement. Et je crois que c'est ce qui fait avancer aussi l'établissement. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait aussi avancer et je vois pas les années passer. Parce que tous les ans, on a une idée nouvelle qu'on essaye de mener à bout, on étudie nos pratiques, on se remet un peu en question pour avancer pour nos élèves. Parce qu'effectivement, on se cachera pas qu'on est sur un territoire particulier et qu'on a à cœur de faire réussir chacun des élèves qui nous sont confiés pendant l'année. On est conscient de cette responsabilité-là et de fait, on cherche à innover. Alors du coup, je reviens sur ce que je disais, je parlais pas de l'ensemble du territoire, j'ai bien compris que Monceau était the place to be et un endroit très particulier avec des engagements forts et des liens entre l'établissement et l'extérieur, ça c'est une évidence. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que du coup il y a une culture particulière ici, il y a un terreau qui peut faire naître des innovations, des engagements individuels qui collaborent au service d'une communauté. En revanche, ça pose la question de l'équité par rapport à ça. Est-ce que ce type d'expérience peut être mené sur n'importe quel type de territoire ? Est-ce que l'accès à l'innovation pédagogique est globalement démocratisé ? Est-ce qu'on a tous le même accès à ces nouvelles pédagogies, par exemple ? Alors, moi, je vais déjà dire une seule chose. Si on a une équipe enseignante qui a envie, la preuve en est, il y a des collègues qui se sont motivés au départ, qui en ont entraîné d'autres parmi moi. Moi, je ne suis pas initiatrice du projet, mais quand j'ai vu ce que faisaient mes collègues, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, à partir du moment où il y a une volonté humaine, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir des parcs numériques développés un peu partout, sur un territoire plus large que celui de Monceau-les-Mines. Tout dépend des gens, je dirais. Voilà. Je pense que c'est aussi un peu l'idée de cette journée aujourd'hui, en fait, parce que là, dans les ateliers ce matin, il y avait des collègues, y compris de primaire, qui étaient là pour voir ce qui se fait ici, participer aux ateliers, qui repartent en fait avec des exemples, des outils, des idées de choses à mettre en place. Et on a vu aussi émerger un gros besoin de mutualisation de ce qui se fait aussi au niveau de tous les établissements du territoire. Et puis je dirais au niveau de l'académie, cette fois, il y a quand même la rectrice actuelle, Frédérique Alexandre Bailly, qui est très incitative en fait sur ces pratiques-là,
qui pousse énormément en fait les pratiques d'innovation pédagogique et de recherche justement. Aujourd'hui, au niveau de l'académie, il y a 2 établissements, un collège et un lycée qui sont labellisés entre guillemets école laboratoire et qui ont pour mission aussi de documenter tout ce qui se passe ici, d'en faire des lieux ouverts comme aujourd'hui aux parents, aux collègues, aux élèves, enfin voilà, à tous les acteurs que ça intéresse pour essaimer après sur le territoire. Oui, et puis l'IRréel, donc l'école laboratoire, permet de ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est-à-dire que on pourrait très bien avoir, le lycée Paria a été innovant il y a 5-10 ans, on a créé ceci, on a créé cela, et puis on vit tranquillement sur ses acquis. Et justement, c'est une étape, je pense que l'IRréel, c'est une étape qui va redynamiser. D'abord, ça valide tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que effectivement, on a un soutien de l'institution ils ont un soutien de l'institution qui est très important. Et puis, ça va redynamiser et relancer entretenir la dynamique plutôt que relancer. Ça m'amène à une autre question, puisque ce que vous dites est important. On pourrait se contenter d'équiper toutes les salles de cours du département, de la France, même d'équipements numériques. Pour autant, c'est pas la question aujourd'hui. Le numérique fait partie des défis d'avenir pour faire muter les pédagogies. Mais on a bien compris que cette expérience menée ici, elle utilise le numérique comme un atout, mais la pédagogie ou les expérimentations sont pas uniquement basées sur les usages numériques, on est d'accord? Oui, non, ça reste un outil. C'est un outil à côté duquel on peut innover aussi, oui. Et puis, équiper pour équiper, ça ne sert à rien. Il faut des gens qui aient envie d'être équipés et il faut des gens qui soient formés. Donc, il faut avoir aussi des ressources dans l'établissement, à l'échelle de l'académie ou bien du ministère. Il faut des gens pour nous former. Voilà, on ne vient pas aux tablettes comme ça en un claquement de doigts. Les collègues qui sont en ce moment en train d'enseigner auprès des élèves dans les classes tablettes et qui utilisent l'outil numérique ont suivi une formation, se sont aussi auto-formés. Donc ça relève vraiment de, je vous le dis tout à l'heure, la volonté de l'individu, de l'enseignant, de changer. Et alors après, ce qui est bien aussi, c'est que l'institution nous permette de nous former régulièrement. Voilà, il faut qu'on puisse assister à ces conférences qui ont lieu ce matin, notamment, de mutualisation de pratiques pour pouvoir enrichir ce qu'on fait déjà. Voilà. Moi, j'étais venue il y a peut-être 1 an, je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là, mais dans la classe tablette pour observer un petit peu un cours, comment ça se passait. J'avais discuté avec les élèves, donc tu me diras si tu étais là et si tu penses aussi ça. Mais ce qui m'avait marqué, c'était que finalement, ce que les élèves retenaient, c'était pas tant... l'équipement, la tablette, c'était le fait de travailler en îlot, parce que dans cette classe, vous êtes en îlot et vous travaillez beaucoup en groupe. L'enseignant n'est pas sur l'estrade et il vient vous voir selon vos difficultés rencontrées, etc. Vous vous aidez beaucoup. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, donc c'est ça aussi que ça crée. Et puis autre chose aussi qui m'avait marqué, que les élèves m'avaient dit quand j'étais venue, c'était en fait là, comme c'est la classe tablette, c'est les enseignants qui se déplaçaient dans la salle tablette et c'était leur salle, la salle de cette seconde qui était la classe tablette. Et en fait, vous pouviez aussi y aller hors des heures de cours. Enfin voilà, c'était un peu chez vous et vous pouviez aussi vous réapproprier cet espace de classe au lieu que ce soit vous qui alliez dans la salle des profs. Dans chaque salle, la salle de maths, la salle de SVT, et c'est plutôt eux qui venaient. Et donc, je pense que le numérique, c'est surtout un prétexte au changement des pratiques, au changement de posture, à la collaboration. Et je ne sais pas si tu confirmes ce que je dis ou pas. Si, tout à fait. C'est vrai que c'était assez chaleureux, assez convivial. La salle, c'était vraiment la nôtre. On a toujours de la nostalgie quand on y retourne ces années parce que celle des secondes 9 a été transférée dans un autre endroit. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde y va. Et quand on y va, on a un petit pincement au cœur. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Il y a vraiment des expériences qui pouvaient se vivre que dans cette classe-là. C'est assez particulier comme ambiance. C'est assez... Au niveau des élèves aussi, je veux dire, certes, on a tous eu la même expérience, on a tous vécu la même expérience, mais on l'a ressenti forcément différemment. Mais ça nous a quand même rapprochés, je pense, plus que dans une autre classe, que ça aurait été dans une autre classe. Et oui,
même au fil des générations, des secondes de l'année dernière en classe tablette ou des secondes de cette année en classe tablette, c'est la même entraide qu'il y a entre eux. C'est presque une communauté à part, j'ai envie de dire. L'outil ne fait pas l'innovation. Moi, j'ai un exemple très précis. Il y a 20 ans, dans un département du Sud, dans les Bouches-du-Rhône, le conseil départemental, à l'époque, avait décidé de doter tous les élèves de 4e d'un ordinateur portable avec 3 heures de connexion Internet offerte, etc. Ça n'a abouti à rien. C'est-à-dire que les équipes s'en sont pas emparées, enfin en tout cas dans les cas que je connais. Donc on avait l'outil, on avait plutôt un bon outil, et finalement ça n'a pas fonctionné. À contrario, ici sur le projet Aura par exemple, qui fait pas du tout appel au numérique, on est dans l'établissement de rapports humains et de rapports pédagogiques totalement différents. Je cite le projet Aura parce que je l'ai pas cité tout à l'heure. Vous avez complètement raison, parce qu'en fait il y a des projets en seconde, en première, en terminale, les BTS, les CPGE. En fait, je vous disais tout à l'heure, c'est une culture d'établissement, et quel que soit le niveau concerné, il y a des équipes qui ont à cœur de travailler autrement. Effectivement, on va rendre un peu un hommage à la classe Aura, puisqu'en raison de la réforme, c'est un procédé qui risque un peu de tomber à l'eau. Et malheureusement, c'est un peu dommage que ça se termine cette année. Mais les collègues qui travaillent à l'intérieur n'ont pas l'outil numérique et ont souci de travailler différemment, de sortir les élèves de la classe. Un pas de côté, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Du coup, ça pose une autre question. Pour moi, l'idée d'innovation, bien sûr, c'est essaimer sur l'ensemble du territoire. Donc, on dit de le rendre accessible au plus grand nombre. Pour autant, de ce que j'entends de vos échanges, il y a une vraie nécessité d'une réflexion spécifique à chaque territoire, peut-être même à chaque établissement, parce qu'il y a un personnel particulier, il y a des engagements des professeurs particuliers, des acteurs de la pédagogie. Est-ce que du coup, ces expériences doivent mener à une uniformisation par la suite politique peut-être dans les pratiques, est-ce qu'il y a une norme qui va se dégager de ce type d'expérience, ou est-ce qu'au contraire il faut favoriser la multiplication des expériences comme celle-ci et les rendre spécifiques? Je vais rebondir sur le mot norme. Je peux pas accepter le mot norme, non. Dans l'enseignement, je crois qu'on ne peut pas imposer des normes, parce que les territoires, vous l'avez dit, sont différents, les établissements scolaires sont différents, et les enseignants sont des personnes qui sont toutes différentes les unes des autres. À partir de là, il faut composer avec nos différences et savoir où on veut aller. Voilà, il faut essayer de mener un projet, il me semble, commun, qui corresponde au plus grand nombre pour fédérer. Si on impose une norme, je pense qu'on ne fédérera pas. Par contre, si on estime qu'il y a un projet qui tient la route, eh bien là, les collègues viennent se greffer petit à petit sur ce projet. Au début, je vous disais, le labo irréel, les gens étaient très circonspects, se posaient beaucoup de questions. Et puis, l'idée a fait son chemin petit à petit. Et chacun à sa manière, on vient s'approprier ce lieu. On y vient seul, on y vient à plusieurs. On y vient pour des projets en langue, on y vient pour des projets en sciences, on y vient pour les différents enseignements d'exploration. Voilà, on y vient aussi pour aujourd'hui. De fait, on ouvre. Voilà, notre objectif au lycée Henri Paria, c'est d'ouvrir les portes. Et je pense qu'il faut que chaque établissement trouve le projet qui lui corresponde le mieux pour que ça fonctionne. Monsieur Galinet, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est le débat qu'on a eu à un moment donné sur Internet, et intellectuellement, c'est difficile à appréhender. C'est sur le chaos et la cathédrale. C'est-à-dire, est-ce qu'on construit des cathédrales? C'est-à-dire que tout est normé, tout est fait, et c'est applicable partout en France, le plan Manteau d'église du XIIIe siècle, ou est-ce qu'on accepte que l'innovation soit chaotique? C'est-à-dire, soit totalement, au sens premier du terme, c'est-à-dire, soit totalement hors normes, justement, qui s'adapte au contexte, au personnel, et puis surtout à l'échec. Parce que il faut, ça commence à rentrer un petit peu, mais il faut aussi intégrer l'échec, et non pas à se dire que tout va fonctionner de suite, que tout va marcher, et que voilà. Donc il faut intégrer cette notion-là de revoir sa copie constamment.
Un peu comme une démarche créative ou scientifique de dire on a le droit de faire des erreurs et de faire des ratures, on a le droit d'expérimenter et de trouver ses propres armes pour apprendre. Je vais devoir mettre un terme à notre conversation qui était très intéressante. Je pense qu'on aurait encore quelques heures de discussion devant nous, on pourrait les mener. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin, puisque ces expériences, elles sont menées pour les élèves que vous êtes aujourd'hui et ceux qui sont à venir plus tard. Toi, de ton point de vue d'élève, qu'est-ce que c'est l'école du futur ? Pour moi, l'école du futur, c'est une école qui s'adapte aux besoins des enseignants et des élèves, parce que c'est vraiment main dans la main qui font progresser l'éducation. Et c'est pas l'un ou l'autre, les besoins de l'un ou de l'autre, c'est vraiment le besoin des deux réunis, les besoins corrélés des deux côtés de l'estrade, si j'ose dire, même si on a bien vu qu'elles allaient disparaître. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment ça l'école du futur, c'est pas l'école pour l'école, mais l'école pour les individus qui évoluent. Merci beaucoup. Je vous engage à suivre un petit peu la documentation de cette expérience, puisque Odile se permettra avec plaisir de venir un peu voir ce qui s'y passe, de pouvoir montrer le labo irréel. On en a parlé, mais ce serait bien de pouvoir le voir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis des beaux engagements comme ceux-là à faire perdurer. Merci. Merci. Merci.